Questions orales. The Honourable Leader. L'honorable chef de l'opposition. This Liberal government is Le gouvernement libéral en remet avec son interdiction pour les véhicules à essence et ça arrivera dès l'année prochaine. Vos véhicules à essence seront illégaux après cela. Et le prix d'un véhicule neuf sera à 66 000 $, les véhicules de seconde main 40 000 $ et cette imposition pour les véhicules électriques fera augmenter les prix de 20 000 $. Alors, déjà, les logements sont inabordables. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les Canadiens s'achètent une voiture? L'honorable ministre des Changements climatiques et de l'Environnement. Bon, les faits. Il n'y a pas d'interdiction sur les véhicules à essence. Maintenant, les conservateurs dénigrent encore une fois une industrie très importante, celle qui emploie des travailleurs de l'auto au même moment où nous sommes menacés par les droits de douane des États-Unis. C'est fort de leur part de prendre cette position alors qu'ils pourraient encourager cette industrie. Nous sommes du côté des travailleurs de l'auto. L'honorable chef de l'opposition. Oui, il y a une interdiction. Elle entrera en vigueur l'année prochaine et elle dévastera le secteur de l'auto au Canada. Ce secteur est déjà sous pression à cause des droits de douane et l'incapacité du premier ministre à conclure une entente. GM, Ford disent que cette interdiction éliminera des emplois et ce sera responsable pour la perte de 90 000 emplois selon eux. Plutôt que d'envoyer davantage d'emplois aux États-Unis, pourquoi ne pas renoncer à cette interdiction sur les véhicules à essence et laisser les Canadiens décider de ce qu'ils veulent conduire comme voiture? L'honorable ministre. Monsieur le Président, c'est bien de les entendre dire que cette industrie est sous pression à cause des tarifs des États-Unis. Mais disons aussi que notre secteur de l'automobile est important, il faut le soutenir et c'est un secteur qui génère de bons emplois bien payés, syndiqués. Et les nouveaux véhicules électriques seront rendus disponibles pour les Canadiens et ils sont plus abordables à maintenir et à entretenir. Les Canadiens veulent y avoir accès. L'honorable chef de l'opposition, on n'a pas besoin de permettre aux Canadiens d'acheter un type de voiture en interdisant un autre type de voiture. Mais ça soulève des questions. Les travailleurs de l'automobile pour GM ne veulent pas cette imposition des véhicules électriques, mais le premier ministre y tient. Pourquoi? Parce qu'il était président de Brookfield et il a fait la promotion de ce genre de choses. Et Brookfield est investi dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Il n'est pas question ici d'environnement, il est question du bilan financier de Brookfield. L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Nous sommes confrontés à une guerre commerciale avec les États-Unis. Nous allons nous battre pour tous les emplois. Nous avons investi notamment dans le secteur des véhicules électriques, notamment à Saint-Thomas. Et le gouvernement va toujours investir pour les travailleurs et veiller à ce que le secteur automobile prenne de la croissance, qu'il soit résilient et qu'il connaisse du succès. De Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, à toutes les fois que ce gouvernement libéral propose une nouvelle mesure environnementale, c'est soit une taxe, soit une obligation. Là, ils veulent interdire la vente de véhicules à essence qui aura pour effet de couper 90 000 jobs au Canada. Ils veulent punir les Québécois qui choisiront un véhicule à essence en imposant une hausse de 20 000 sur des véhicules qui coûtent déjà en moyenne 67 000 Pourquoi le premier ministre veut enlever la possibilité aux Canadiens de choisir le véhicule qu'ils conduisent? Bravo, bonne question. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, on va commencer à dire qu'on ne bannit pas ces voitures-là. Mais deuxièmement, au Québec, où ils sont comptés, il y en a des règlements pour s'assurer que les Québécois ont accès à la vente de véhicules électriques. Alors, même dans son comté, ça, ce sont les règlements qui sont déjà là. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. J'ai remarqué à la ministre de l'Environnement qu'au Québec, ils ont déjà commencé à dire que ça ne marchait pas d'obliger l'automobile électrique pour 2035. Ça ne marche pas. Et nous, notre problème qu'on a ici, Monsieur le Président, c'est qu'on a une question
de choix et non de contrôle. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est un gouvernement libéral qui veut contrôler ce que les Canadiens font. Mais il y a plusieurs Canadiens qui ne sont pas en mesure de se permettre d'acheter des voitures électriques ou que ça ne fonctionne pas pour eux dans leurs conditions de vie. Prenez quelqu'un, par exemple, qui reste dans le nord du Québec, qui va aller à la chasse, à la pêche, qui travaille dans le bois. Comment il va faire avec une voiture électrique, Monsieur le Président? C'est impossible. Donc, d'obliger les Canadiens, c'est pas une mesure. Ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, de nouveau, on n'oblige pas l'achat des véhicules électriques et c'est pas qu'on bannisse les véhicules qui sont combustibles. Mais aussi à dire, ils sont moins chers à opérer, les véhicules électriques, ils sont moins chers à maintenir et les Canadiens veulent accès à ces véhicules. Alors pourquoi est-ce qu'eux, ils ne veulent pas que les Canadiens ont ces choix? Le député de Charlesbourg de Saint-Charles. Monsieur le Président, ce gouvernement-là a déjà essayé de contrôler la vie des Canadiens en mettant la taxe carbone. Ils nous ont traités de tous les noms pendant des années. Ce que fait le nouveau premier ministre, il a annulé la taxe carbone parce qu'il savait que ça ne marchait pas. Là, on demande la même chose, Monsieur le Président. Arrêtez d'obliger les Canadiens. S'ils veulent une auto électrique, qu'ils l'achètent. S'ils veulent une auto à essence parce que ça correspond à leurs besoins, qu'ils le fassent. Mais ne pas mettre des règles qui font en sorte que le prix des voitures va augmenter, que les gens ne seront pas capables de le payer, encore une fois, par obligation de leur côté idéologique. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, c'est vraiment absurde. C'est un peu de n'importe quoi qu'on entend en ce moment-ci. Je vais le dire de nouveau. On va appuyer les gens qui travaillent dans la manufacture des automobiles. Si les conservateurs veulent dire que nos autos qu'on manufacture ici au Canada ne sont pas des bonnes voitures, ça c'est à eux. Mais moi, je vais toujours supporter, nous on va toujours supporter notre secteur automobilier. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le sujet de la campagne électorale était une crise grave, une crise tarifaire et commerciale. Et le lendemain de la campagne, pouf, plus rien. On a vu le premier ministre aller rencontrer le président Trump à Washington et revenir avec simplement pas faire de pertes, pas faire de gains. Le premier ministre a pourtant fait des concessions importantes depuis en matière de tarifs, de frontières et de défense. Et il a dit que tous les enjeux de tarifs, ça serait réglé avant le G7, puis il revient les mains vides. Les travailleurs doivent-ils se contenter d'un délai de 30 jours? Oh! L'honorable ministre des Affaires intergouvernementales et des Relations Canada-US. Monsieur le Président, le Premier ministre et le président américain ont eu une rencontre constructive à Kananaskis lors du G7. Ils ont parlé de plusieurs sujets. Évidemment, la priorité pour nous, c'était de parler directement au président américain sur l'enjeu des tarifs douaniers, sur exactement, comme notre collègue vient d'indiquer, l'impact sur l'économie au Canada, les travailleurs au Canada, mais aussi l'impact sur l'économie américaine. Et pourquoi c'est néfaste pour les Américains de continuer à poursuivre ce projet de tarifs douaniers? J'ai pleine confiance qu'on a fait du progrès, mais on ne va pas arrêter jusqu'à ce que c'est réglé. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, si le G7 a été un progrès, on n'est pas sorti du bois. Pendant que le gouvernement muselle le Parlement, suspend l'État de droit, empêche les élus qui ne sont pas d'un bord ou l'autre conservateurs de s'exprimer, rien ne se passe au niveau du commerce et des tarifs. On parle de pétrole. Pourtant, C5 n'a rien à voir avec le commerce et n'a rien à voir avec les tarifs dans un avenir prévisible. Est-ce que le gouvernement et le premier ministre ont mal placé leurs priorités? Honorable ministre du Commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, au contraire, le projet de loi sur l'unité de l'économie canadienne est précisément pour répondre à la menace que présentent les tarifs douaniers des États-Unis et l'instabilité économique. Lors de la campagne électorale, le premier ministre a été très clair. Nous allons bâtir des grands projets au Canada, les bâtir de la bonne façon, en respectant les normes environnementaux, en partenariat avec les peuples autochtones et les provinces et les territoires. Je sais que notre ami du Bloc n'est peut-être pas content quand on travaille avec les provinces et les territoires pour faire des grandes choses au Canada. C'est précisément ce que nous allons faire. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il va falloir arrêter de débiter les phrases apprises, là. C5
n'aura aucun impact sur l'économie canadienne, quoique un gros impact négatif sur les finances publiques pendant de nombreuses années. C5 n'a aucun impact sur le conflit tarifaire et n'a aucun impact prévisible sur le commerce qui touche la production, l'économie canadienne. Est-ce qu'on peut arrêter de prendre les gens pour des valises et admettre que C5 est le plan d'affaires du premier ministre à l'encontre de l'intérêt des travailleurs du Québec? L'honorable ministre des Transports et du Commerce intérieur. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue du Bloc, mais je ne peux pas être d'accord avec l'idée que C5 n'ajoutera à l'économie canadienne. Les économistes qui ont étudié l'impact du libre commerce à l'intérieur du Canada ont conclu que cette mesure ajoutera 200 milliards de dollars à l'économie canadienne. Que notre PIB apportera entre 2 et 4 %. C'est un grand effet, Monsieur le Président. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, à Saskatoon, en hiver, la température descend souvent à moins 30 degrés et donc les familles ont besoin de véhicules qui fonctionnent en hiver. Mais le premier ministre, appuyé par sa ministre de l'Environnement radicale, continue avec le plan de Justin Trudeau voulant interdire les véhicules à essence en forçant les Canadiens à acheter des véhicules électriques qui ne fonctionnent pas dans le froid. C'est déconnecté, c'est inabordable et c'est contre le choix. Le premier ministre va-t-il cesser de punir les Canadiens parce qu'on vit dans un pays nordique? Va-t-il renoncer à son imposition de véhicules électriques? L'honorable ministre. Nous savons que le secteur de l'automobile est déjà attaqué. Espérons que mon collègue se joindra à nous pour cesser ces attaques au secteur de l'auto et plutôt appuyer les emplois dans le secteur sous toutes ses formes et veiller à ce que le secteur demeure fort. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Eh bien, c'est exactement ce que fait le gouvernement. Il attaque le secteur de l'auto. Notre premier ministre, prêt à jouer du coude, a promis de prendre la ligne dure sur les droits de douane, mais son imposition pourrait éliminer 40 000 emplois dans le secteur de l'auto. Et la combinaison de toutes ces mesures pourrait entraîner autant que la perte de 90 000 emplois. Le premier ministre va-t-il renoncer à cette imposition de véhicules électriques et va-t-il défendre 90 000 emplois canadiens? Le chef du gouvernement, ces questions sont ahurissantes. Qu'on veuille prendre un skidoo, un véhicule utilitaire, c'est le choix de cette personne. Il n'y a pas d'interdiction sur les véhicules à essence. C'est complètement faux et c'est des fabrications de la part des conservateurs. Nous allons continuer de défendre le secteur automobile au Canada, les travailleurs dans ce secteur et nous allons continuer de donner des choix aux consommateurs. L'honorable député d'Edmonton Manning. Monsieur le Président, dans un sondage Ipsos, on apprend que 2 tiers des Canadiens sont en désaccord avec ce plan libéral désastreux visant à interdire la vente de véhicules à essence d'ici 2035. Cette imposition sur les véhicules électriques éliminera 38 000 emplois dans le secteur de l'auto. Et ça pourrait être pire à cause des droits de douane des États-Unis. Des emplois canadiens vont disparaître. Quand les libéraux vont-ils renoncer à cette imposition de véhicules électriques? Le leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, j'ai du mal à comprendre les questions des conservateurs. I couldn't hear. Je ne pouvais pas entendre. Je ne pouvais pas entendre et il est important que je puisse entendre les échanges. L'honorable leader du gouvernement en Chambre depuis le début. Monsieur le Président, je connais le député. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'interdiction sur les véhicules à essence. Je l'invite dans ma circonscription. On peut aller faire une balade en skidoo. Les Canadiens
ont des choix, continueront d'avoir le choix. Et entre-temps, nous allons lancer une nouvelle industrie qui profitera aux travailleurs syndiqués qui construiront, qui fabriqueront de nouvelles voitures. L'honorable député d'Edmonton-Grisba. Eh bien, je pense que c'est inscrit dans le site Web. C'est pas surprenant pour les Albertains d'apprendre que les libéraux pensent que les véhicules à essence, c'est l'équivalent du diable. Pourquoi, autrement, est-ce qu'ils continueraient avec le plan de Justin Trudeau? Cette idée libérale est bien bancale et c'est un affront à la liberté de choix. Le premier ministre va-t-il renoncer à cette politique irresponsable et va-t-il laisser les Canadiens acheter les véhicules qu'ils souhaitent acheter? L'honorable leader du gouvernement en chambre. Eh bien, Monsieur le Président, quand je me balade dans la rue près de ma maison, il y a une station-service où l'on peut acheter différents types d'essence. Il y a une pompe jaune qui dit diesel. Si on a un véhicule au diesel, c'est ce qu'on prend comme carburant. Et c'est ainsi qu'on a le choix. On peut avoir une voiture à essence, une voiture au diesel, et les Canadiens ont des choix, alors ils peuvent continuer de conduire. L'honorable député de Kitchener-South-Espeler. Monsieur le Président, contrairement à ce que le député dit, j'ai devant moi cette norme sur les véhicules électriques. Ils imposent une obligation. Les véhicules électriques se vendent moins. C'est bien. Quand on vit dans une démocratie libérale, les gens ont le choix font des choix différents pour leur famille. Pourquoi le gouvernement ne respecte-t-il pas le choix qu'auraient les familles de choisir le meilleur véhicule qui répond à leurs besoins? La ministre de l'Environnement. J'ai une question pour les conservateurs. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, alors qu'on est confronté à des droits de douane injustifiés de la part des États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils dénigrent une industrie qui est installée ici au pays? À l'échelle internationale, on constate que les ventes de véhicules électriques augmentent. C'est un secteur en croissance. J'espère qu'ils vont l'appuyer parce que de notre côté, on l'appuie. Monsieur le Président, hier, le Bloc et les libéraux ont voté contre notre motion pour annuler l'interdiction des véhicules à essence. Ils veulent imposer leur mode de vie à tout le monde sans être conscients de la réalité. Cette interdiction pénaliserait directement des régions comme la mienne et plusieurs autres. Au Saguenay, il fait froid, le transport en commun sont moins disponibles que dans les grands centres. On a besoin de nos véhicules à essence. Alors, je voudrais savoir pourquoi le premier ministre veut dicter aux Canadiens le type de véhicule qu'ils doivent acheter. Excellent. Bravo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je reconnais mon honorable collègue. Il était l'entraîneur des Saguenay de Chicoutimi. Pas aussi bon que les Olympiques de Gatineau, mais j'en passe. Je pense, par exemple, qu'il a peut-être trop respiré l'air du Zamboni. Les Zambonis au Canada, on a le choix. Il y a des Zambonis à essence, il y a des Zambonis au gaz naturel, il y a des Zambonis électriques. Le choix existe pour les arénas du Canadien, pour les consommateurs. Les travailleurs vont construire les trois. Monsieur le Président, ça va bien aller pour tout le monde. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Savez-vous que le prix moyen d'une nouvelle voiture est déjà de 66 000 $ par année? Le mandat libéral de mettre une taxe sur les voitures à essence augmentera le prix de 20 000 $. Les Saguenayens doivent avoir le libre choix du véhicule qui répond à leurs besoins à un prix abordable et non être forcés à conduire un véhicule électrique. On a besoin de nos pick-up à essence pour aller dans le bois puis travailler, puis on veut être certain de revenir à la maison le soir. Est-ce que les libéraux et les bloquistes vont continuer à nuire à nos régions? Bravo! Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Non seulement, Monsieur le Président, qu'on va pas nuire aux régions, on va construire des régions. On va construire des régions comme Bécancour, qui est dans maintenant l'industrie automobile, à supporter l'électrification des transports. I want to also suggest to my conservative... Je veux aussi suggérer à mes collègues conservateurs qu'il y a quelqu'un à Queen's Park
Doug Ford, lui, il appuie les véhicules électriques. Il appuie cette industrie en Ontario et partout au Canada. Peut-être qu'il pourrait l'appeler pour voir ce qu'il en pense. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, les libéraux et les conservateurs ont tous voté pour faire payer aux Québécois 814 millions de dollars en chèques de fausses remises sur le carbone. C'est confirmé par le directeur parlementaire du budget que, je cite, « Les fonds vont de toute évidence venir du Fonds consolidé et pire encore, Monsieur le Président, les Québécois vont continuer de payer, je cite, le DPB. C'est clair qu'on paye de l'intérêt là-dessus parce qu'en situation de déficit, chaque dépense additionnelle entraîne des emprunts additionnels. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux et les conservateurs volent les Québécois? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, c'est très simple. Le Québec n'a pas participé à la tarification carbone pour les consommateurs. Le rabais est destiné, bien entendu, comme mesure d'ajustement aux communautés et aux provinces qui ont eu la tarification du carbone pour les consommateurs. Le Québec n'y a pas participé, donc le rabais ne s'applique pas à eux. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, des fois, on nous demande à quoi ça sert le Bloc québécois. Bien, au minimum, ça sert à avoir des députés qui ne volent pas 814 millions de dollars aux Québécois pour faire des chèques aux Canadiens. On a 44 libéraux du Québec en ce moment. Bien, les 44 libéraux ont voté pour voler les Québécois, Monsieur le Président, comme les 11 conservateurs du Québec. Ils ont tous rejeté la motion unanime de l'Assemblée nationale qui demandait de rembourser, Monsieur le Président. Clairement, ils ne défendent pas les Québécois. Alors, la vraie question, Monsieur le Président, c'est pas à quoi ça sert le Bloc, c'est à quoi ils servent, ces gens-là, Monsieur le Président. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, c'est très simple. Le prix sur la carbone n'appliquait pas au Québec. Et alors, ça n'a pas appliqué quand on a parlé à de Loramis. C'est très simple. L'honorable député de Hastings, Lennox et Addington. La SCHL a publié les mises en chantier pour mai et ça ne regarde pas très bien pour le gouvernement à Belleville. Elles ont diminué de 50 points. À Toronto, 60 % de moins. Le ministre ignore la situation difficile des Canadiens. C'est pas surprenant parce que, bon, il est dans une tour d'ivoire ici à Ottawa et il a une fortune immobilière à 10 millions de dollars. Pourquoi le ministre du Logement dit aux jeunes Canadiens que le prix des logements n'a pas besoin de baisser? Est-ce qu'il ne le peut pas ou il ne veut pas? L'honorable ministre du Logement. De notre côté de la Chambre, nous sommes bien au fait des défis des Canadiens en ce qui concerne l'abordabilité des logements. C'est pourquoi ils nous ont élus pour accélérer le rythme de la construction d'habitations au Canada. Nous avons déjà mis en place le rabais de TPS et nous allons continuer. L'honorable député de Hastings, Lennox et Addington. Eh bien, allez dire ça aux jeunes Canadiens qui ne peuvent pas se payer une résidence. Depuis une décennie, le gouvernement libéral n'a pas réussi à résoudre la crise du logement et d'apporter des solutions. Pour ajouter l'insulte à l'injure, ils ont nommé un ministre qui a des intérêts financiers considérables à maintenir les prix des logements élevés. Le ministre du Logement fait partie du problème. Les Canadiens peuvent-ils faire confiance au gouvernement qui ne veut pas faire baisser le prix des logements et un ministre qui a des intérêts personnels à maintenir les prix élevés alors que les jeunes Canadiens sont coincés dans leur sous-sol? Le secrétaire d'État plutôt. Moi, je me souviens quand Pierre Poilievre a dit que la coop où j'ai grandi, c'était un immeuble du style soviétique. Et maintenant, les conservateurs décrivent comme des conteneurs des habitations modulaires. Monsieur le Président, ce sont des gens comme moi qui ont grandi dans ce genre d'habitation qu'ils veulent insulter. Et lui, Pierre Poilievre, pourtant, c'est bien ironique, mais il continue de vivre dans une maison subventionnée par les contribuables. The honourable member for Calgary-Crowfoot. L'honorable député de Calgary-Crowfoot.
Monsieur le Président, avec les libéraux, on a deux genres de familles. Ceux qui ont déjà accédé à la propriété et ceux qui n'y accéderont probablement pas. Mais on apprend que le ministre du Logement possède beaucoup d'immobilier et il dit aux Canadiens que le prix de logement ne devrait pas baisser. Il a été maire de l'une des villes où il est le plus inabordable de vivre. Alors, va-t-il présenter des excuses aux Canadiens pour avoir réduit en fumée leur rêve d'accéder à la propriété? Le leader du gouvernement à la Chambre, le ministre a pris la parole et il a parlé de politique que nous avons présentée pendant les élections qui permettront de créer des milliers d'habitations pour les Canadiens. Il se conformera au code d'éthique qui est très strict, comme nous tous à la Chambre des communes. Et Calgary Crowfoot. Le député de Calgary-Crowfoot. Monsieur le Président, après 10 ans de hausse de prix, l'offre de logement n'a jamais été aussi mauvaise selon la CHL. Les mises en chantier ont baissé de 10 à Vancouver, de 58 à Toronto et de 51 à Hamilton ou 72 à London. Et toutes ces villes, pourtant, ont reçu des fonds dans le cadre du Fonds d'accélération du logement des libéraux. Mais leurs mises en chantier, elles, sont en baisse. Pourquoi le ministre protège-t-il les investisseurs immobiliers au lieu de donner de l'espoir aux millions de Canadiens que ce gouvernement a privé de la possibilité d'accéder à la propriété? Le ministre. Monsieur le Président, le député doit vérifier les faits. Le nombre de mises en chantier partout au Canada est en hausse, près de 280 000 au total cette année, ce qui est un record. Monsieur le Président, nous construisons à un rythme qui s'accélère. On assiste aussi à la construction de logements locatifs. Le gouvernement livre la marchandise et nous irons plus loin. Nous allons doubler le taux de construction et de mise en chantier. Le député de Battleford, Lloydminster, Meadow Lake. Monsieur le Président, le ministre du Logement fait partie du problème. Il a dit que le prix des logements ne devait pas baisser. Et maintenant, c'est pourquoi. Il a un portefeuille immobilier de 10 millions de dollars, dont 3, pas une ou deux, mais 3 propriétés de luxe. Le coût des logements a doublé sous les libéraux, rendant l'accession à la propriété impossible pour un nombre croissant de Canadiens. Comment peut-il rester assis dans son penthouse de Vancouver et dire aux jeunes Canadiens qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison que les prix n'ont pas besoin de baisser? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, merci. Écoutez, on dit quand on habite dans une maison en verre qu'il faut faire attention. Eh bien, les députés conservateurs feraient bien de faire attention. Les députés conservateurs ont aussi des propriétés qu'ils louent. Leur chef, Pierre Poilievre, n'a pas été réélu et il continue de vivre dans un logement du gouvernement financé par le contribuable. Les conservateurs ont l'occasion d'appuyer les familles vulnérables et à faible revenu pour leur donner un accès à un logement abordable, mais ils votent contre toutes les mesures qui leur permettraient d'y arriver. Le député de Pickering, Brooklyn. Monsieur le Président, plus tôt ce mois-ci, j'ai eu le plaisir d'assister à la célébration du mois des aînés dans ma circonscription de Pickering, Brooklyn. Cet événement a réuni des dizaines d'aînés qui ont participé à toutes sortes d'activités musicales, qui ont dansé, et on a remis le prix à l'aîné de l'année. Ça nous a permis de rendre hommage au rôle que jouent les aînés. Ils sont l'épine dorsale de nos villes et de nos villages. Ils contribuent grandement à la vie de nos communautés. Je demande au secrétaire d'État, aux aînés, que fait notre gouvernement pour que les aînés, notamment ceux qui ont un revenu fixe, puissent vieillir dans la dignité et la sécurité dans des communautés comme la mienne? La secrétaire d'État aux aînés. Je remercie la députée pour son plaidoyer. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les aînés puissent vieillir dans la dignité. Nous avons présenté plusieurs initiatives qui font une vraie différence dans la vie des aînés, notamment la sécurité de la vieillesse qui a augmenté de 10 %. On a augmenté le supplément de revenu garanti pour les aînés à faible revenu. Les soins dentaires ont été rendus disponibles pour les aînés de 65 ans et plus. Et nous avons investi aussi dans des projets, dans le cadre du projet Nouveaux Horizons. Nous allons travailler avec les provinces, les municipalités et nos partenaires communautaires pour que tous les aînés de Pickering à l'île de Vancouver et ce dont ils ont besoin pour vieillir, pour bien vieillir. Le député de Kamloops, Thompson Nicolas.
5 à 10 grains de sel, 0,2 mg. C'est la quantité de fentanyl nécessaire pour tuer quelqu'un. Donc, ce n'est pas surprenant que les Canadiens soient choqués d'apprendre que quelqu'un qui possédait 24 grammes de fentanyl, suffisamment pour tuer des milliers de personnes, eh bien, a été condamné à une assignation à résidence. Qui est-ce que je blâme? Pas le juge, pas l'avocat de la couronne ou l'avocat de la poursuite. Non, je blâme les libéraux laxistes et qui n'ont pas su adopter ces 5. Quand vont-ils enfin adopter une loi pour que les trafiquants de fentanyl arrêtent de purger leur peine sur leur sofa? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, il est clair que la crise de fentanyl est responsable de la perte d'innocents au Canada. Nous devons tous faire preuve d'empathie, mais aussi de sérieux pour empêcher cette vague de déferler. À l'avenir, nous allons adopter plusieurs mesures pour cibler les récidivistes et les délinquants violents. Nous allons, je l'espère, pouvoir travailler tous ensemble pour assurer la sécurité de nos communautés et des Canadiens. Le député de Kamloops, Thompson Nicolas. Monsieur le Président, ça a l'air bien beau tout ça, mais malheureusement, ce ministre a voté pour le projet de loi C5 qui a éliminé les peines minimales obligatoires pour les personnes qui avaient été prises pour trafic de fentanyl, trafic de drogue avec une arme ou autre. Donc, le fentanyl, ça tue des personnes, des frères, des sœurs, des mères, des pères. Ce ministre va-t-il regarder droit dans la caméra et dire aux gens dont les enfants ont été victimes, les gens qui sont morts de fentanyl, va-t-il regarder dans la caméra et leur dire qu'il va légiférer pour mettre fin à cette folie? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, il est essentiel d'aborder cela la tête froide avec le sérieux nécessaire. À l'avenir, nous allons travailler pour que les crimes graves soient traités sérieusement. Les contrevenants graves seront punis comme il se doit. Il faut mettre fin à la crise du fentanyl. Il ne faut pas en faire un enjeu partisan. Il faut avancer ensemble en collaborant pour protéger les Canadiens, leurs familles et toutes les collectivités. Le député de Elgin, St. Thomas, London Sud, un travailleur à un site d'injection sécuritaire à Toronto a aidé quelqu'un à s'en sortir à bon compte. Sa peine, c'était quoi? Assignation à domicile avec un programme éducatif et la salle de gym. Donc, les libéraux semblent se soucier davantage des criminels que des victimes. Quand les libéraux vont-ils arrêter de faire fi de ce que demandent les Canadiens, de sévir contre les criminels et de nettoyer nos rues? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, écoutez, c'est condamnable qu'un député accuse un autre député de se soucier davantage des criminels que des Canadiens. Il faut travailler ensemble pour punir ceux qui commettent des crimes. Il faut donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité. Il ne faut pas juste punir les gens après coup, mais il faut aussi agir pour faire de la prévention. Je remercie les forces de l'ordre qui sont dans les nouvelles récemment pour leur descente et qui ont fait des saisies. J'espère que nous pourrons collaborer pour faire avancer les réformes apportées au système de justice pénale. Le député d'Elgin, St. Thomas, London Sud. Si le ministre ne veut pas qu'on le critique et qu'on dise qu'il se soucie davantage des criminels que des victimes, il devrait regarder le bilan de son gouvernement. Les libéraux ont ajourné la réunion du comité de la justice après 16 minutes pour entamer leur été avant l'heure, sans accepter quelque motion que ce soit. Le nombre de crimes violents a augmenté de 50%, le nombre de surdoses aux opioïdes de 200%. Les officiels de la santé se soucient de la vague de fentanyl dans nos rues. Quand les libéraux vont-ils déposer un projet de loi pour mettre fin à la criminalité au lieu de vouloir partir en vacances plus tôt que prévu? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je ne sais pas s'il... Le député s'en rend compte, mais nous sommes ici pour travailler et pour agir pour la protection de nos communautés. Hier, au comité de la justice, on nous accuse de certaines choses, mais un député conservateur a proposé des réformes qui auraient permis aux personnes accusées de violences intimes de sortir en libération conditionnelle plus tôt. Nous voulons plutôt nous concentrer sur des réformes qui sévissent contre les criminels. Il semble que ce député se soucie davantage de ces médias sociaux que des victimes au Canada.
Unionville. Le député de Markham Unionville. Monsieur le Président, l'extorsion a augmenté de 357 %. Les libéraux de Trudeau ont voté contre un projet de loi conservateur qui prévoyait des peines minimales obligatoires pour l'extorsion et qui restaurait une pénalité minimum de 4 ans pour l'extorsion à l'aide d'une arme à feu non restreinte. Pourquoi? Parce que ça a été abrogé par les libéraux dans le projet de loi C5. Monsieur le Président, le Premier ministre va-t-il enfin adopter le plan des conservateurs pour sévir contre l'extorsion violente? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour remercier les députés et les membres du service de police de Durham et mon avis qui représente la région de York et la service provinciale de l'Ontario qui ont ensemble démantelé un réseau criminel dans notamment l'industrie du camionnage. L'opération Yankee a permis la saisie d'armes à feu et plus de 100 chefs d'accusation ont été portés. Donc, notre organisation communautaire a pu être démantelée par les forces de l'ordre. Le nouveau gouvernement sera toujours là pour protéger les Canadiens, Monsieur le Président. Chasse les Etchemins, Lévis. 10 féminicides depuis le début de l'année au Québec, dont 5 en 5 semaines, Monsieur le Président. Hier, une femme a été tuée à Vaudreuil-Dorion. Elle était dans une situation qualifiée de toxique, voire même violente. Le système l'aurait-elle abandonnée comme tant d'autres avant elle? Quand le premier ministre corrigera-t-il les erreurs de son prédécesseur, M. Trudeau, qui ont contribué à laisser ces femmes sans protection? Le secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, chaque Canadien devrait se sentir en sécurité dans sa communauté, surtout à domicile. Nous allons automatiquement révoquer les permis pour les personnes reconnues coupables de violences intimes contre leurs partenaires et ceux qui font l'objet d'un ordre de protection. Des recommandations de la commission Masse, nous en avons pris compte pour lutter contre la violence sexospécifique. La mise en œuvre du plan d'action national pour lutter contre la violence sexospécifique se poursuit. Nous voulons continuer d'appuyer le travail pour bâtir un Canada dénué de violences sexospécifiques. Nous voulons appuyer les victimes et leurs familles, peu importe où elles habitent. Chasse les Etchemins, Lévis. Les faits sont têtus, Monsieur le Président. Sous les libéraux, la violence envers les femmes ne fait qu'augmenter. En conservant les projets de loi C5 et C75 adoptés par Justin Trudeau, ce gouvernement protège les criminels plutôt que les victimes. C'est bien connu et bien su. Et pendant ce temps, les femmes ont peur. Ce gouvernement doit faire une introspection et admettre qu'il est le responsable, qu'il est responsable du problème. Quand le premier ministre va-t-il passer à l'action, changer ses lois pour assurer la sécurité de toutes les femmes au Canada, Monsieur le Président? Bravo! L'honorable secrétaire d'État pour la Nature. Monsieur le Président, je remercie ma consoeur pour sa question. Je suis très émue de me lever en chambre pour ce sujet-là. Je suis ici avec le gouvernement libéral parce que jusqu'en mars cette année, le gouvernement libéral n'a cessé de travailler pour réduire la dangerosité des armes à feu pour les Canadiens en interdisant les armes de style d'assaut. Il reste des règlements à faire, on va les faire parce qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est ça, un gouvernement qui lutte contre le crime. Merci. L'honorable député de Selkirk, Interlake, Eastman. Un nouveau rapport du ministère de la Défense nationale a confirmé que moins de 50% du matériel qu'utilisent nos forces sont opérationnels. Seulement 6% de nos navires sont fonctionnels. Nos forces armées n'ont pas le matériel dont elles ont besoin. Le Premier ministre prétend vouloir résoudre leurs problèmes, mais l'histoire est complètement différente. L'argent à elle seule ne va pas résoudre notre problème de souveraineté. Pourquoi le Premier ministre s'entête-t-il alors que son propre ministère le contredit? Le ministre de la Défense nationale. Merci. Voilà les faits. Au cours des 10 dernières années, nous avons triplé nos investissements. 72 milliards de dollars sont investis pour mettre à jour la politique en matière de défense. NORAD, 11 milliards pour former nos prochains aviateurs. Nous avons commandé 12 sous-marins, 2 navires interarmés et tellement plus. Il est temps d'équiper nos forces en fonction de leurs besoins pour relever les défis de l'heure. Le député de Selkirk, Interlake, Eastman.
lancer de l'argent, ça ne va pas résoudre le problème. Le fait est que la dernière décennie perdue a réduit les capacités de nos forces armées à protéger notre pays aujourd'hui. L'année dernière, le ministère a dit qu'ils auraient pu atteindre leurs objectifs cette année, mais le gouvernement libéral a repoussé de 7 ans cette initiative. Sous les libéraux, nos forces armées n'ont pas les outils dont elles ont besoin pour faire leur travail face aux menaces d'aujourd'hui. Les paroles, c'est facile, mais où est le plan? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, le Premier ministre a annoncé 4,5 milliards pour nos efforts en Ukraine. Nous nous sommes engagés à réduire au total les dépenses du gouvernement de 15 milliards de dollars. Je suis sûre que nous avons un personnel dévoué. Parfois, il faut aussi faire appel à de l'expertise externe. Nous allons procéder de manière transparente et responsable. Toute réduction éventuelle dans nos dépenses sera examinée avec soin. Il faut absolument améliorer l'état de préparation de nos forces. Le député de Fleetwood Port Cairns. Monsieur le Président, un Canadien sur 4 a évité d'aller chez le dentiste à cause des coûts ou du problème d'accessibilité. Reporter ce genre de soins, ça peut avoir des répercussions considérables, notamment des traitements plus coûteux par la suite ou une détérioration de l'état de santé et une perte de productivité. Le ministre de l'Emploi et de la Famille peut-il dire aux Canadiens quel est notre plan pour offrir des soins dentaires aux Canadiens qui ne sont pas assurés? L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon collègue de Fleetwood Port Cairns pour cette question importante. Lors des dernières élections, les Canadiens ont choisi de voter pour un parti qui sait que le Canada est plus fort quand on s'entraide. Depuis le 29 mai 2025, tous les Canadiens admissibles peuvent désormais présenter une demande d'adhésion au régime canadien de soins de santé. Et à ce jour, 4 millions de Canadiens ont été approuvés pour bénéficier de cette couverture et plus de 2 millions ont déjà reçu des soins, notamment des gens de ma communauté. Donc, pour plus d'informations, veuillez consulter le site canada.ca/soins dentaires. Le député de Okanagan Lake West, Kelowna Sud. Monsieur le Président, David Eby, le Premier ministre de Colombie-Britannique, a doublé la mise, fait sien le projet de BC Ferries d'acheter 4 nouveaux navires à une entreprise publique chinoise. Le ministre des Transports a dit qu'il accorderait à BC Ferries 36 millions de dollars cette année. La ministre va-t-elle s'engager aujourd'hui à garantir personnellement qu'aucun dollar de ce transfert ne sera versé à ce chantier naval chinois? Ou va-t-elle s'opposer à cet échec de la part de M. Eby? Va-t-elle appuyer les emplois au Canada et rendra-t-elle ce transfert conditionnel à ce que BC Ferries soutienne les emplois au Canada? Le ministre des Transports. Monsieur le Président, je partage les préoccupations et la colère d'autres députés de cette Chambre en ce qui a trait à l'achat de traversiers chinois. J'ai écrit à la province de Colombie-Britannique pour dire clairement que le gouvernement fédéral, le soutien du gouvernement fédéral à BC Ferries, qui est juste un soutien de fonctionnement, ne doit pas servir à autre chose que le fonctionnement des traversiers. Nous devons appuyer les Britanno-Colombiens dans ce dossier, mais nous devons aussi appuyer le Canada, notamment et les chantiers navals du Canada. Le député d'Okanagan Lake West, Kelowna Sud. Donc, elle va juste leur envoyer un chèque sans aucune condition. Pendant les élections, ils ont tous levé les coudes, on parlait d'équipe Canada face aux droits de douane injustifiés imposés sur l'acier et l'aluminium. Je trouvais que c'était déjà assez regrettable que le gouvernement ne se soit pas battu pour protéger les emplois canadiens. Mais maintenant, le gouvernement ne voit-il pas que, en se rangeant du côté de David Eby, il n'est pas dans l'équipe Canada, mais plutôt dans l'équipe chinoise? Honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, ma réponse a été très claire. Comme je l'ai dit précédemment, l'aide du gouvernement fédéral ne doit servir qu'au coût de fonctionnement. Le gouvernement fédéral n'a aucune autorité sur BC Ferries. Toutefois, je tiens à m'opposer
à ce qu'on insulte un premier ministre d'une province canadienne. Dire que ce premier ministre agit dans l'intérêt chinois n'est pas digne de cette Chambre. Tous nos premiers ministres sont patriotes, comme nous tous ici. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith, l'entente avec BC Ferries n'a pas servi nos chantiers navals. Le syndicat dit que les compagnies canadiennes n'ont même pas pu répondre à l'appel d'offres. Les dés étaient pipés. Pourtant, le gouvernement fédéral doit établir des conditions justes pour nos travailleurs. Mais tout ce que fait ce gouvernement, c'est donc réarranger la donne. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les libéraux vont modifier leur mauvaise politique ou est-ce qu'on va continuer à dire au revoir à nos emplois canadiens ici. La ministre des Transports. Monsieur le Président, il semble régner une certaine confusion dans les rangs conservateurs en ce qui a trait aux compétences provinciales versus compétences fédérales. De ce côté-ci, il n'y a pas de confusion. Les choses sont claires. Cela étant dit, je voudrais informer tous mes collègues ici présents que j'ai informé toutes les entités du ressort du ministère des Transports à acheter canadien et quand ce n'est pas possible, d'acheter auprès de partenaires de libre-échange qui, eux aussi, donnent accès au gouvernement à leur marché. Le député de Mississauga Lakeshore. Plus tôt cette semaine, la police de Peel a annoncé les résultats du projet Outsource, une enquête qui a duré 11 mois et qui a conduit à plusieurs arrestations liées à des cas d'extorsion, des fusillades et de la fraude. Ça concerne ma communauté et d'autres. Le secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité peut-elle nous dire ce que fait notre gouvernement pour démanteler le crime organisé, pour protéger nos rues et pour assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier l'honorable député de Mississauga Lakeshore pour sa question. Je remercie aussi le chef NEAPA qui est à Ottawa aujourd'hui pour collaborer avec notre nouveau gouvernement dans le dossier de la sécurité publique. Je remercie les agents dévoués de la police de Peel qui, grâce à leur projet Outsource, ont porté un coup dur aux criminels, aux réseaux de criminels responsables d'actes d'intimidation et de violence. La loi sur la sécurité de nos frontières donne aux policiers partout au pays les outils dont ils ont besoin pour reproduire le succès du projet Outsource. Le crime organisé doit être en état d'alerte parce que notre nouveau gouvernement est là pour le démanteler. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, en tant que policier à la retraite qui a servi sur les premières lignes pendant 30 ans, j'ai vu personnellement les dégâts de la criminalité violente, surtout quand le système de justice ne demande pas de compte à ces criminels. Aujourd'hui, le nombre d'extorsions a augmenté de près de 400%. Et ce n'est pas une coïncidence. Les libéraux ont abrogé les peines minimales obligatoires et ont éviscéré la loi de réforme du système de libération conditionnelle. Ils ont même voté contre un projet de loi conservateur dans ce domaine. Mes anciens collègues travaillent sur les premières lignes et nous supplient de les aider. Le Premier ministre va-t-il enfin les écouter? Va-t-il sévir contre les criminels violents et les auteurs d'extorsion? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de reconnaître et de remercier mon collègue pour ses années de service pour la sécurité publique. J'ajouterai que nous travaillons avec les forces de police et les fédérations qui représentent les membres de première ligne pour nous assurer que tous ces agents aient les outils et les ressources nécessaires pour faire leur travail. Nous allons réformer le régime d'établissement de la peine pour les auteurs d'infractions violentes, notamment le trafic de drogue, le vol de voitures et autres. Il me fera plaisir de travailler avec mon collègue qui est très expérimenté dans le domaine. Le député de Cornwall-Murray. Monsieur le Président, la Nouvelle-Écosse est prête à négocier un accord sur l'assurance médicaments, mais elle attend toujours une invitation de Santé Canada. Le Premier ministre, pourtant, ne s'est pas engagé à étendre l'assurance médicaments à tous les Canadiens. L'accès aux médicaments essentiels ne devrait pas dépendre de votre lieu de résidence ou de votre couverture privée. Après les pertes d'emplois causées par la guerre commerciale de Trump, la nécessité d'une couverture publique de médicaments est évidente. Le gouvernement libéral s'engage-t-il à offrir une assurance médicaments universelle à tous les Canadiens? La santé. Monsieur le Président, je remercie le membre de l'opposition pour sa question
et je peux lui assurer que nous travaillons de proche avec les provinces et les territoires pour donner le meilleur service de santé aux Canadiens. Merci. And that is the end of questions. Ceci met fin à la période des questions.